Je vais convier Audrey de Garidel, fondatrice de So Impact. Audrey est experte des sujets stratégiques, juridiques et de gouvernance de projets à fort impact social et à fort impact environnemental. Elle a un parcours passionnant après un cursus en droit. Elle a fait HEC, puis elle a exercé 5 ans en tant qu'avocate dans un grand cabinet américain. Et puis elle a changé de parcours de vie. Elle est devenue facilitatrice de projets à impact positif. Elle conseille et travaille avec des investisseurs, des entrepreneurs sociaux, des entreprises privilégiant la durabilité. Donc, si tu veux bien, Audrey, merci déjà de ta présence. Une première question sur ce sujet, la relation temps écologie, temps éco-responsabilité, mais peut-être plus personnelle. Ton parcours professionnel s'inscrit en rupture, semble-t-il, avec une voie qui semblait toute tracée, celle d'une brillante avocate de grand cabinet. À quel moment cette rupture s'est-elle amorcée pour toi? Comment ce choix s'est-il inscrit dans la bonne temporalité? Merci Raphaël et merci à tous d'être présents. Alors effectivement, c'est vrai que j'avais peut-être un parcours académique relativement classique qui me conduisait à continuer en cabinet d'affaires pendant longtemps. Et je pense qu'il y a eu différents moments et différents facteurs qui ont fait que j'ai pu évoluer. À l'époque, donc, quand j'étais en cabinet d'avocat, je travaillais déjà avec des organisations comme Handicap International ou des entrepreneurs sociaux du réseau d'Ashoka, parce que j'étais responsable de ce qui s'appelle le pro bono dans les cabinets d'avocats, des grands cabinets. Ce sont des services juridiques qui sont donnés gratuitement au profit d'organisations. Et j'ai eu l'occasion, par exemple, de travailler pour Danone Communities, un fonds sur ce qui s'appelle des joint ventures sociales. Donc à l'époque, c'était déjà un travail assez intéressant et finalement, je pense que c'est quelque chose qui m'est resté. Assez rapidement, au bout de quelques années, je ressentais quand même un vrai désalignement, on peut dire, entre mes convictions profondes, mes valeurs, et puis le monde professionnel dans lequel j'évoluais, qui n'y correspondait pas et que je n'allais pas changer. Je me sentais parfois un petit peu schizophrène, j'arrivais au bureau, j'avais mon costume d'executive woman qui mettait mes convictions, on va dire, un petit peu au placard, et que je retrouvais plutôt le week-end ou dans un engagement associatif. Alors j'ai décidé de prendre une année de break et de voyager un peu autour du monde, de rencontrer des projets solidaires et qui m'ont conduit à rejoindre le groupe de l'Agence française de développement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc une institution financière publique qui met en œuvre la politique de développement de la France au sein des pays émergents et donc qui finance, qui accompagne des projets sur le climat, l'éducation, la santé ou encore la gouvernance. Et moi, j'ai eu l'occasion de travailler plus spécifiquement pour la filiale secteur privé qui s'appelle ProParco et sur tous les sujets d'impact investing, donc les sujets d'investissement à impact sur des entreprises qui ont, on va dire, qui fournissent des produits, qui ont des services qui répondent à un enjeu sociétal ou environnemental. Et ensuite, comme tu le rappelais rapidement, j'ai eu envie de finalement prendre mon envol et de devenir moi-même entrepreneur, peut-être entrepreneur du changement, et de créer une structure qui s'appelle So Impact, et qui est effectivement un catalyseur de solutions à impact positif. On va dire qu'on a une communauté d'impact makers, vraiment des gens avec qui on peut créer du lien, on peut organiser des rencontres, on peut mettre en relation des écosystèmes différents pour qu'ils se parlent et qu'ils s'inspirent. On travaille sur des sujets aussi différents que l'alimentation durable, que le recyclage, les zéro déchets, l'inclusion, le sport. Et on va dire qu'on a plusieurs convictions, qu'il faut casser les silos, mélanger tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, économie sociale et solidaire, le monde associatif, les experts, les investisseurs, pour que tout le monde se parle. Une deuxième conviction, c'est qu'avec de l'innovation sociale, on peut vraiment créer des partenariats avec des startups sociales, des entrepreneurs sociaux ou des grands groupes. Une troisième conviction, c'est que la technologie aujourd'hui qui est développée dans des projets dits de tech for good, et donc il faut vraiment qu'elle soit utilisée et conçue dès le départ pour vraiment répondre aux enjeux de demain, sociaux, économiques et de durabilité. Les deux dernières convictions, c'est effectivement qu'on sait que les entreprises aujourd'hui doivent se doter, avoir une vision à long terme. Et donc pour ça, la loi Pacte a permis qu'on puisse se doter d'une raison d'être, de devenir même une entreprise à mission. Et donc avec des indicateurs d'impact pour atteindre effectivement cette mission. Voilà, ce sont effectivement des sujets passionnants. Et la dernière conviction, c'est que par l'expérience
On organise par exemple ce qu'on appelle des Impact Games. Et ben, c'est vraiment un tremplin pour le changement et la transformation personnelle et dans le cadre d'une organisation. Et quand on voit finalement mon exemple, je pense, doit faire écho à beaucoup de personnes plus ou moins jeunes qui se retrouvent en quête de sens. Je pense que c'est d'autant plus vrai suite à cette période de confinement qui nous a conduit effectivement l'espace d'un temps à vouloir nous recentrer un peu sur l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de réaliser que le mot sens a vraiment deux acceptions, à la fois la direction, le sens où on va aller, et puis le sens valeur, et que finalement les deux sont importants puisque c'est ces valeurs, donc le sens, qui va donner la direction aussi du sens. Et pour répondre à la dernière question sur la bonne temporalité, je pense qu'effectivement elle est propre à chacun de nous. Un facteur qui effectivement est peut-être déterminant en ce moment, c'est le sentiment d'urgence que certains jeunes ou moins jeunes en fait peuvent avoir face aux enjeux écologiques et plus particulièrement face à la survie de notre espèce, parce que effectivement on sait que le dérèglement climatique et la perte de la biodiversité auront des conséquences pour la planète, mais elles auront surtout des conséquences pour la survie de l'espèce humaine. Et face à cela, il y a forcément un sentiment d'urgence, qu'il faut agir, que c'est notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des générations futures, même si le levier de la culpabilité n'est pas forcément un levier durable d'action, mais qu'il y a effectivement cette envie d'agir. Et, et en même temps, cette urgence d'agir, elle fait aussi lier à une contradiction qui est le fait qu'on a besoin de ralentir, puisque la société dans laquelle on vit, elle était toujours en tension, trouver des solutions rapides face à des enjeux qui sont actuels, vitaux et complexes, et que la transformation, elle nécessite du temps. La période de confinement qu'on a vécue ben voilà, a mis pendant un temps un arrêt à nos modes de production et peut-être a conduit certains à se poser vraiment des questions fondamentales, et je pense que l'urgence est vraiment là. Et puis je terminerai en disant qu'effectivement, l'action aussi, c'est peut-être une solution pour notre impuissance face à un monde qui s'effondre sur un certain nombre de sujets, dérèglement climatique, perte de la biodiversité, mais qu'effectivement, on peut transformer ça en puissance d'action. Il y a beaucoup aujourd'hui un concept qui s'appelle la solastalgie ou l'éco-anxiété, sur lequel je pourrais revenir un peu plus tard si ça vous intéresse dans les questions. Et donc, c'est en fait une souffrance ou une sorte de détresse un peu psychologique ou existentielle qui est causée face justement à ces enjeux, ces changements environnementaux actuels et attendus, en particulier le réchauffement climatique, et donc qui font que des personnes se trouvent dans des situations de stress face à ce monde qui s'effondre, et que finalement on peut transformer en fait en puissance d'action l'éco-anxiété et agir face aux enjeux du climat. Alors tu en as parlé un petit peu hein, sur la façon dont cette pandémie résonnait, peut-être par rapport à tes convictions, tes engagements profonds en matière d'économie circulaire, de réduction d'empreinte carbone, de préservation des ressources. Justement, comment l'as-tu vécu ces moments, ce confinement et surtout ces impacts pour le quotidien et l'impact de la pandémie en général? Alors déjà, je pense que tout le monde, hein, une des premières conséquences de cette crise du Covid, c'est vraiment, je pense que l'humanité a réalisé à quel point il y avait une interdépendance entre la destruction des milieux naturels dans lesquels on vivait et de la biodiversité, qui était donc due à une croissance industrielle un peu effrénée, et que si on continue un peu dans ce sens-là, ça allait conduire à de plus en plus de pandémies comme celle qu'on a vécue. Et donc effectivement, cette interdépendance entre la santé publique, animale et environnementale, tant au niveau local, hein, national que planétaire, et ben voilà, les gens, je pense que l'ont pris de plein fouet, hein, moi la première. Et donc plus on appauvrira effectivement les écosystèmes, plus on augmentera les crises. Et ce constat-là, il s'ajoute à des données scientifiques, parce que je ne sais pas si vous connaissez le concept du jour du dépassement. En anglais, c'est le Earth Overshoot Day. Donc c'est le jour en fait où on va dire l'humanité est supposée avoir épuisé les ressources annuelles que la Terre est capable de régénérer. Hein. Et donc ce jour-là, qui était de plus en plus tôt chaque année, on était en moyenne au départ au mois de septembre, au mois d'août, au mois de juillet. En 2019, on en était au 29 juillet. Eh bien, il a été retardé de 3 semaines
puisqu'il devrait tomber, selon certaines prévisions, en fait, seulement cette année, le 22 août. Et donc, c'est quand même assez étonnant de se dire que cette crise aura finalement permis de mettre un arrêt tant à l'économie, évidemment, mais surtout à ces sujets d'empreinte carbone. Et donc, c'est assez étonnant de voir que voilà, il y a un recul là-dessus. C'est une bonne chose, mais malheureusement, on sait aussi que cette réduction-là, de l'empreinte écologique, qu'elle est imposée, elle n'est pas voulue, elle ne s'accompagne pas d'un changement systémique de nos modes de production, de consommation, et donc ça ne va pas durer, ça ne dure déjà plus. Et on craint même à la limite un effet rebond avec une surconsommation et un plan de relance des industries carbonées, comme on peut déjà un peu le voir. Et même vous voyez bien autour de vous le fait que le retour du plastique et du jetable lié au Covid et aux contraintes sanitaires, du masque jetable, du plastique pour emballer dans les couverts, etc., c'est une des conséquences aussi. Donc voilà, il a été vécu, je pense, un peu différemment. Il résonne un peu, je pense, dans chacun de nous. C'est vraiment, je pense, en tout cas, je pense que vraiment on se rend tous compte du défi de notre siècle, hein, de chacun d'entre nous, de vivre avec un monde dans lequel les ressources ne sont pas infinies et de revenir à l'essentiel. Peut-être que vous avez pu, à l'occasion du confinement, voir des images qui vous ont fait un peu, qui vous ont étonné ou fait rêver de voir des dauphins dans la baie de Venise, des chevreuils, des kangourous qui se promenaient en ville, pour ceux qui étaient en ville, effectivement, prendre goût au silence, à ne plus entendre de voitures, à la mobilité douce, à avoir une meilleure qualité de l'air, admirer le printemps. Et en fait, on l'a vraiment expérimenté. Et c'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas revenir. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu, le corps l'intègre. Et donc, c'est aussi se dire, bah, demain, je serai aussi plus attentif dans ce monde d'après à avoir les signaux faibles. Les signaux faibles, j'aime bien cette phrase qui dit qu'il faut plus, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. C'est vrai que regarder la forêt qui pousse, et ben voilà, ce sont des faits porteurs d'avenir. Regarder plutôt une société qui serait plus heureuse qu'efficace et qui satisferait plutôt les aspirations profondes de l'âme. Il y a différents mouvements qui tendent à aller vers ça, vers ces aspirations profondes de l'âme, le mouvement de l'écologie profonde, que vous connaissez peut-être, qui a été créé en 1972, et qui justement travaille ce rapport au monde et au vivant, un rapport profond. Et l'idée, c'est d'avoir un souci sincère et profond pour le monde naturel, dont chacun fait partie, parce que nous n'en sommes qu'une partie, et qui est donc effectivement interconnecté. Alors, pour finir, à titre personnel, effectivement, moi, j'étais dans une recherche de congruence, c'est-à-dire j'étais vraiment confronté à l'alignement entre mes intentions, mes paroles et mes actions. Les questions auxquelles j'ai été confronté, c'était est-ce que je dois renoncer à un café Nespresso dont je sais que les conditions de recyclage, par exemple, de la capsule sont limitées, malgré les publicités qui vous disent le contraire, et que le bilan carbone de cette capsule est très mauvais, parce que pour aller recycler cette capsule, il faut passer par 4 pays pour suivre tout le cycle de recyclage. Est-ce que je dois, dans un monde plus tard ou pour mes vacances, renoncer à prendre un vol en direction de la Grèce pour aller à la plage, ou alors même plus simplement renoncer à une bonne côte de bœuf parce que je sais que pour le bilan carbone, c'est pas bon, et que si je veux tenir demain dans un monde à plus de 2 degrés, dans un monde à 2 degrés, il faudrait que je limite ma consommation et ma tonne de carbone par an et par habitant à 2 tonnes. Et donc ça, c'était vraiment des questions que je me suis posées. Je pense qu'effectivement, cette recherche de congruence, il faut être prêt à se transformer. Et en fait, se transformer, c'est renoncer. On a grandi dans une société du oui, du confort, où il est important d'apprendre à dire non et de ne pas céder à toutes ces envies. Mais pour autant, il ne faut pas se flageller ou accepter aussi nos micro-dénis. Et pour moi, tout est question de mesure. Alors, on revient peut-être plus sur notre thématique de la temporalité, hein. On t'a questionné d'ailleurs pour notre publication où tu as gentiment accepté d'écrire un article sur cette relation nature-écologie et temps. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'abordes, toi, cette relation? Comment la nature, comment l'écologie peuvent être une source d'inspiration à titre individuel, mais aussi pour les entreprises?
Alors, c'est vrai que je trouve que la meilleure façon de répondre d'ailleurs à la première partie de ta question sur ce rapport dans l'écologie, c'est de vous partager une citation de Mathieu Ricard qui vous resitue en fait l'ère de l'Anthropocène par rapport à finalement aux milliards d'années que la planète et que l'univers a. Donc, je vais vous la citer. Du point de vue chronologique, si l'on réduit à une année les 15 milliards d'années que l'on attribue à notre univers, l'homme civilisé Homo sapiens ne fait son apparition que le 31 décembre à 23h59. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'on se prend un peu pour le centre de l'univers, mais finalement, si on résumait l'humanité dans le temps de l'univers, eh bien, en fait, on est arrivé à... Il restait juste une minute, quoi. Et en une minute, effectivement, voilà, l'homme a pris toute sa place et a réussi quand même à, à détruire pas mal la nature. Et avoir cette... la religion chrétienne a eu effectivement un rapport de domination de la nature à travers les âges, et on voit d'ailleurs qu'elle y revient sur cette position. Vous avez peut-être entendu ou lu l'encyclique Laudato Si du pape qui revient là-dessus. Et d'ailleurs, il y a des phénomènes, enfin des concepts d'éco-spiritualité qui se développent et qui affirment vraiment que l'écologie et la spiritualité forment un tout. Il y a notamment l'écrivain Michel Maxime Heger qui a un peu travaillé sur ce sujet-là. Et voilà, donc ils mettent en avant des nouveaux concepts qui font que dans le temps, on évolue en fait. On évolue et en prenant en compte d'autant plus on va dire le vivant. Je voulais aussi dire qu'on vit vraiment une grande contradiction parce qu'on vit ce qu'ils appellent la 6e extinction de masse, donc à l'échelle de l'humanité et à l'échelle surtout de la planète. Et en fait, on fait encore aujourd'hui des découvertes incroyables. Je ne sais pas, pour ceux qui auraient lu peut-être le livre de Peter Wollen, qui est une personne qui a écrit un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres, et qui a rencontré d'ailleurs un succès assez étonnant pour un livre qui parle de biologie, et donc effectivement qui démontrait à quel point en fait, des choses qu'on ne pouvait pas penser, en fait. C'est-à-dire qu'on ne savait pas, il y a quelques années encore, pour ceux qui suivaient des cours de sciences et vie de la Terre, eh bien, dans la forêt, on disait en fait que les plus grands arbres, hein, donc ceux qui étaient au-dessus, accaparaient en fait toute l'énergie photovoltaïque de la canopée, et qu'en gros, tout le sous-système qui était dans le sol, composé de champignons, etc., se débrouillait un peu comme il pouvait. Et en fait, il démontre voilà, que en fait, non, pas du tout, ça ne se passe pas comme ça. Travaux scientifiques à l'appui, qu'effectivement, il y a un dialogue subtil qui se passe en fait entre les nutriments et les nutriments qui passent, et qu'un dialogue se passe entre ces arbres. Voilà, donc c'est assez passionnant parce qu'en fait, la recherche est infinie, même si parfois on peut voir que voilà, effectivement, les espèces disparaissent les unes après les autres et que c'est en même temps assez inquiétant. Alors, sur la deuxième partie de ta question, qui était effectivement comment est-ce qu'on va intégrer l'humain et le vivant dans nos organisations, dans nos vies, c'est vrai que le vivant, c'est un laboratoire de plusieurs milliards d'années d'innovation dans le temps. On se dit effectivement que la nature, ça marche, mais qu'on pourrait prendre quelques leçons de ces 3,8 milliards d'années de recherche et développement. J'ai quelques exemples dont je pourrais vous parler, à la fois sur pour moi, le concept de co-construction de solutions. Aujourd'hui, on est un peu à l'ère, vous entendez souvent parler de co. C'est un peu la tendance du moment, du co-living, du co-working, du co-sharing, co-construction, etc. Et finalement, c'est un peu une réponse presque quasi biologique à certains défis qu'on vit. Au niveau des organisations, je ne reviendrai pas sur tout ce qui est pratique responsable des entreprises que vous connaissez, je pense, assez bien, malgré tout, qui auront démontré pendant la crise que les notations justement de ces entreprises qui avaient mis en avant des pratiques responsables, donc, sur des rapports ESG, eh bien, en fait, ont plus réussi à s'en sortir, on va dire. Et donc, c'est important de continuer à élargir le champ d'action, promouvoir les dialogues parties prenantes, promouvoir la nécessité d'intégrer aussi tout ce qui est analyse extra-financière dans l'évaluation des sociétés, pousser à la comptabilité triple capital et puis intégrer tous les services écosystémiques dans
dans le modèle économique. Mais vraiment, effectivement, ce qui est intéressant dans les entreprises, c'est de voir comment est-ce qu'elles peuvent reposer leur modèle en s'inspirant des systèmes naturels. Donc, il y a la permaéconomie qui est promue par quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Delannoy, et qui parle justement de l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, l'économie symbiotique ou l'économie collaborative. Alors, je pense que je ne pourrais évidemment pas parler de tout. Je voudrais juste vous parler de l'économie circulaire, alors que vous connaissez forcément. Aujourd'hui, vous en entendez beaucoup parler. Et c'est vrai qu'il s'oppose complètement à l'économie dite linéaire. C'est effectivement quand même assez... Enfin, c'est inspiré du vivant, puisque l'idée est effectivement qu'on limite le gaspillage et l'impact environnemental tout au long de la chaîne de vie du produit, mais on va augmenter l'efficacité et l'intensité d'utilisation des ressources à tous les stades. Donc, ça part donc de l'approvisionnement durable à l'éco-conception, à l'écologie industrielle et territoriale, consommation responsable et l'allongement de la durée de vie d'usage et de recyclage. Peut-être certains d'entre vous, pendant le confinement, vous avez essayé de réparer chez vous votre machine à laver, vous vous dites finalement, on peut peut-être encore en faire quelque chose. Et donc aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est l'éco-conception. C'est ce concept qui s'appelle en anglais cradle to cradle, c'est de berceau à berceau, c'est-à-dire qu'on va même concevoir au départ la façon, le produit, en prenant en fait vraiment ce concept d'éthique environnementale et de philosophie de production industrielle, l'idée étant qu'il y ait un zéro pollution et que ce soit 100% réutilisé. Donc c'est vraiment le concept de l'économie circulaire, et donc à chaque étape, vraiment de concevoir le cycle de vie en intégrant tout ça. Donc des architectes aujourd'hui se demandent comment est-ce qu'ils peuvent par exemple intégrer dans la conception même des bâtiments la biodiversité et le mettre en œuvre. On trouve des innovations chimiques effectivement qui sont plus économes en ressources, qui sont plus économes en énergie. L'idée est vraiment d'utiliser tout ce qui est abondant et disponible en privilégiant effectivement du coup vraiment tout ce que le vivant peut nous apprendre. Un dernier exemple, c'est la construction écologique. Je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu ce que c'est, mais effectivement, l'idée, voilà, c'est aussi d'essayer de garder dans l'ingénierie écologique, hein, c'est qu'on va essayer d'utiliser la nature pour réparer les dégâts causés par l'homme. Donc, par exemple, il y a certaines espèces animales locales, notamment les vers ou les fourmis, qui sont assez connues, les coccinelles aussi, et par leur action, elles vont restaurer l'harmonie d'une partie de l'écosystème. Il y a un petit exemple qui a été en France au cours de l'année 2009. En fait, il y a un éléoduc qui s'est rompu et donc qui a laissé se déverser des milliers de tonnes de pétrole dans un endroit qui était exceptionnel. C'était un désastre écologique et la Terre, elle semblait complètement, définitivement condamnée. Et en fait, ce sont des scientifiques qui ont pensé à faire venir des fourmis. Et en fait, les fourmis sont des fourmis moissonneuses qui ont été choisies et qui transportaient en fait donc sur leur dos des petites graines parce que naturellement, elles revenaient avec des plantes, etc. Puis au fur et à mesure, elles en perdaient une infime quantité, une infime quantité. Et en fait, elles ont ressemé le sol. Elles ont permis de retrouver la végétation d'origine. Et voilà, c'est une expérience inédite. Hein, donc c'est l'homme qui a mis les fourmis sur un stock de fourmis moissonneuses et la nature a repris son ordre. C'est je trouve un bel exemple de ce qui est possible. Un bel exemple, Audrey. Je te propose qu'on prenne quelques questions du chat, notamment Virginie Galtier qui voulait que tu reviennes sur cette notion d'éco-anxiété. Oui. Alors effectivement, l'éco-anxiété, c'est quelque chose qui est apparu finalement assez récemment. Ça fait un certain temps, mais dont on entend de plus en plus parler. Je pense que la crise sanitaire l'a d'ailleurs accentué et c'est un malaise présent et qui est encore accentué par l'hyperconnexion, hein, portant chaque jour son lot de mauvaises nouvelles. C'est un peu comme effectivement pendant le Covid, vous aviez le bilan à 20 heures du nombre de morts. Et ben, là, c'est un peu les gens qui se disent aujourd'hui, on a perdu une espèce vivante. Aujourd'hui, tiens, je sais que le dérèglement climatique est là et je ne peux rien y faire, je me sens impuissant. Et donc, je constate ça. Et donc, on y sera peut-être, on y est peut-être, à mon avis, tous, on en a tous un peu une part en nous, plus ou moins importante. Et donc, c'est vraiment une forme de souffrance, de détresse psychique ou existentielle, en fait, causée par, voilà, donc c'est les changements environnementaux actuels, mais ou attendus, c'est-à-dire ceux qu'on sait qui vont arriver, et qui concernent donc le réchauffement climatique, mais la biodiversité. Et donc, ça date, je crois, de 2003. Voilà, c'était l'environnementaliste Glenn Albrecht qui avait défini ça. Et le solastalgie, ça vient à la fois du latin et du grec, et c'est à la fois la désolation et la douleur morale sur les racines.
Et effectivement, c'est un peu à voir avec le concept de nostalgie, dans le sens où effectivement, il faut faire la nostalgie d'un monde passé. Et on sait qu'on ira vers un monde qui va te faire nécessairement renoncer à un certain nombre de choses, et qui a vraiment cette douleur-là de perte, de se dire, mais en fait, je vois ça, je vois l'état de la Terre se désoler, et malheureusement, je vois le futur, et pour autant, voilà, j'en souffre, en fait. Donc, c'est assez... Voilà, ça risque malheureusement de se répandre, et je pense qu'on peut tous un peu l'avoir en nous. Alors, une dernière question hein, du chat également, de Bruno Versbicki, qui demande comment tu fais le tri par rapport aux nombreux partenaires ou aux nombreux acteurs qui s'offrent à toi. Est-ce que tu as une boussole? Est-ce que tu as une façon d'auditer ces acteurs? C'est une très bonne question, Bruno. Ça n'est jamais simple, en fait. On est toujours un peu sur un fil de crête. Je pense que ce qui est important, c'est que les partenaires ou les gens qui viennent aient des convictions et des valeurs. Quand je parlais tout à l'heure du fait d'avoir une mission ou une raison d'être, eh ben, c'est d'avoir en fait cette boussole-là. Et en fait, j'essaie de me l'appliquer à moi-même, mais j'ai besoin que le partenaire aussi la partage. Je pense que ce qui est important, c'est euh, d'essayer, du moins, de mettre en œuvre ces objectifs. On n'est jamais sûr à 100%. Certains vous parlent de greenwashing, de purpose washing. C'est pas faux, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'initiatives, hein, certains partenaires qui peuvent vouloir mettre en avant, sans forcément donner toute la vérité sur un certain nombre de sujets. Je parlais tout à l'heure de Nespresso, mais voilà, il y a des campagnes de publicité qui peuvent être faites. Et donc, pour nous, ce qui est important, en tout cas, enfin pour moi, c'est d'essayer de trouver cette congruence et cet alignement entre les projets qui nous sont présentés et la véritable volonté des leaders de l'imposer. Je pense que demain, effectivement, on a notre enjeu, hein, c'est d'avoir des leaders qui sont un peu éclairés, parce qu'on a des enjeux complexes, interdépendants, et qu'en fait, seul on va plus vite, ensemble on va plus fort, et donc il faut à la fois être ensemble, mais il faut aussi arriver voilà, analyser les envies profondes, les convictions profondes aussi des gens avec qui on travaille, parce que sinon je pense que ça ne fonctionne pas. Merci Audrey. Un grand merci pour tes engagements et pour ton témoignage ce soir. Merci.